Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la mission adaptation au changement climatique, aux transformations sociétales, plus précisément aux appels 2022, qui viennent tout juste d'être publiés dans la version amendée du programme de travail 2021-2022. Au programme du jour, on va faire un petit rappel en fait de ce qu'est la mission adaptation au changement climatique, aux transformations sociétales pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi le déroulement et la mise en place de cette mission. Et puis, en deuxième partie de webinaire, on présentera les appels 2022. Donc, je me présente, je suis Annabelle Rondeau, je suis représentante au comité de programme Mission Adaptation, ainsi qu'au comité de programme du cluster 5 d'Horizon Europe. Et on va présenter avec Benjamin Viniger, qui est point de contact national climat-énergie, ces appels. Donc, quelques règles en préambule par rapport à ce webinaire. Vous avez maintenant l'habitude, je pense. Donc, n'oubliez pas de désactiver vos micros pour pas qu'on ait de bruit parasite. N'hésitez pas à demander la parole en levant la main ou à poser vos questions via le chat. On réservera des moments pour les questions, mais si vous en avez dans l'intervalle, n'hésitez pas encore une fois à lever la main ou à utiliser le chat. Donc, ce webinaire est enregistré. Il y aura le replay de ce webinaire ainsi que la présentation qui seront en ligne d'ici le début de la semaine prochaine. Donc, vous pourrez réécouter et revoir la présentation à loisir. Donc, je vous propose qu'on commence d'abord par un slido. Donc, Benjamin, je te laisse le lancer juste pour un peu se mettre dans le bain. Normalement, il doit être en train de s'afficher. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Donc, vous avez le code ou alors avec vos téléphones, vous pouvez scanner le QR code. Donc, sinon, vous allez sur le site internet slido.com en rentrant le code qui s'affiche. J'aurais pu peut-être mettre dans les commentaires, je vais sortir du plein écran. Je vais le mettre si tu veux. Mais tu l'as le lien? Non. Je le mets. On vous met aussi le lien donc dans le chat. Voilà. Hop. Donc, c'est parti pour 2 questions pour un peu, on va dire, briser la glace, même si c'est virtuel. Et j'ouvre la première question. Donc la première question, c'est simplement pour un peu faire l'état des lieux de qui est présent aujourd'hui. Donc, quel est votre profil? Plutôt collectivité, entreprise, chercheur, université, consultant, pôle de compétitivité ou autre. Bon. Donc, principalement, organisme de recherche, chercheurs, suivi de collectivités, puis des entreprises, startups, PME, quelques pôles de compétitivité et autres, et peu de consultants. Bien, ça nous donne une idée. Très bien. Oui. OK. Et seconde question. Et la seconde question, simplement pour savoir si vous aviez déjà répondu à des appels de la mission climat en 2021. Donc principalement non, mais quand même quelques personnes qui ont répondu. Quelques oui, quelques oui. Bon, très bien. Donc dans les résultats, on verra 10% exactement pour ces 7 personnes quoi, qui ont répondu. Très bien. Je propose qu'on revienne à notre présentation. Oui. Et qu'on commence par quelques propos introductifs sur la mission ou les missions. Voilà, vous voyez bien, Benjamin, tu vois bien les diapos? Oui, oui, c'est bon. Ok, super. Alors, les missions, d'une manière générale, qu'est-ce que c'est? En fait, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ça a été mis en place pour spécialement Horizon Europe à la suite d'un constat, c'est que les citoyens étaient pas forcément très au fait des financements, de l'utilisation des financements de la recherche et de l'innovation au niveau européen. Donc, on a voulu plus les associer et les associer à des grands défis sociétaux qui soient facilement identifiables pour eux. Et c'est la raison d'être de 5 missions en fait qui ont été définies au tout début d'Horizon Europe. Une mission cancer, une mission adaptation au changement climatique, une mission sol, une mission océan et une mission ville.
Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la mission adaptation au changement climatique, en fait, qui est cadrée par un texte politique qui a été défini et adopté le 24 février 2021, qui est la stratégie européenne d'adaptation au changement climatique. Cette stratégie, elle définit une vision en fait principale, qui est que d'ici à 2050, l'Union européenne doit être une société en fait pleinement résiliente au changement climatique et pleinement adaptée aux effets en fait inévitables de ce changement climatique. 4 objectifs définissent cette stratégie, dont le troisième, en fait, qui est au cœur de la mission adaptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a urgence et il faut s'adapter vraiment beaucoup plus rapidement que l'on l'a fait jusqu'alors, et il faut accélérer l'adaptation dans tous les domaines. Comme toutes les missions, en fait, la mission adaptation a donné lieu à un document qui, au départ, a été écrit par le Mission Board, dont vous avez certainement entendu parler, un groupe d'experts, et puis ensuite revu par la Commission. Donc, c'est le plan de mise en œuvre. Ah, je crois qu'on a perdu la présentation. Ouais, je confirme, elle est partie. Bon, je la recharge, excusez-nous. Donc, ce plan de mise en œuvre, en fait, il a été élaboré pour toutes les missions, et la mission adaptation a son plan de mise en œuvre. Il a été publié en septembre 2021, et il est très intéressant d'aller le consulter parce qu'il vous permet de mieux comprendre ce que c'est que cette mission. Alors, il a un certain nombre de propos introductifs, mais il cadre bien les grands objectifs de cette mission, et on y reviendra. Et puis, il donne aussi des informations sur le besoin budgétaire que représente cette mission, les synergies qu'elle doit ou elle peut opérer avec d'autres initiatives européennes. Le document, dans ses propos liminaires, reprend la vision à long terme qui est celle de la stratégie qui a été publiée en février. Et puis, il a une vision, on va dire, plus court-termiste avec 2030 comme échéance, où l'idée, c'est d'accélérer les transformations intelligentes. Et je crois qu'il y a une autre personne en fait qui essaye de prendre le contrôle. Si vous pouvez ne pas prendre le contrôle, en fait, ça me permettrait de pouvoir passer les slides. Merci, et de ne pas les faire disparaître. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Hop. Voilà. Et la vision donc plus court-termiste, je l'ai dit, c'est d'accélérer les transformations intelligentes et systémiques vers la résilience climatique. Il y a 2 schémas à retenir dans ce document. Il y a celui-ci et puis un autre que je vais vous présenter dans une minute. Donc cette pyramide, elle présente les différents objectifs cibles de la mission. Donc, on a un objectif principal qui est d'aider au moins 150 régions et communautés à devenir résilientes au climat d'ici à 2023, avec 3 objectifs sous-jacents, en fait, ou sous-tendant cet objectif principal. Le premier, c'est d'aider les régions et les communautés à se préparer au changement climatique, à préparer, à planifier leur résilience climatique. Et pour ce faire, il faut leur donner accès à un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de mesurer les risques auxquels elles vont être soumises dans les années à venir. Il faut aussi, deuxième étape, donc aider 150 régions et communautés à accélérer leur transformation vers la résilience climatique. Comment ? Eh bien, en les aidant à identifier des solutions, en les aidant à identifier aussi des financements, parce qu'évidemment, tout ceci a un coût, et en les aidant dans leur gouvernance pour mettre en place à leur niveau, à leur échelle locale, cette mission. Et troisième objectif, c'est le haut de la pyramide, il faut démontrer via 75 en fait, démonstrateurs, mettre sur le terrain, j'allais dire 75 démonstrateurs pour prouver que cette mission tend vers des transformations systémiques vers la résilience climatique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par région, communauté, etc. Ce sont des termes qui sont définis dans l'Implementation Plan, donc dans le document de mise en œuvre, mais ils ont été précisés aussi dans un FAQ pour lequel on vous donne la référence à la fin de cette présentation parce que ce n'était pas forcément clair. La Commission a, dans le document Implementation Plan, indiqué que les régions étaient à comprendre comme les NUTS 2. Les NUTS 2, c'est une nomenclature que vous connaissez sûrement, qui est internationale. Les NUTS 2 correspondent par exemple au périmètre de nos anciennes régions, la Bretagne typiquement.
Il ne faut pas, j'allais dire, s'arrêter à cette considération. D'ailleurs, le FAQ montre qu'il y a une considération du terme région qui est plus large que ça. C'est-à-dire, il faut considérer un territoire soumis à des risques, un territoire suffisamment, j'allais dire, important, avec un pilote administratif. Donc, ça veut dire que ça peut être aussi bien, effectivement, une région NUTS 2 chez nous, comme on l'entend, au sens administratif, mais aussi une région plus grande, comme nos régions actuelles, la région Occitanie, la région Aura, Grand Est, etc., ou aussi des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Ça peut être, je ne sais pas, la communauté de communes transalpines, par exemple, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour du Mont Blanc et qui réunit à ce moment-là des acteurs italiens, suisses et français. Voilà, c'est vraiment un terme assez large finalement, l'important étant de considérer un territoire, ses risques et qu'il y ait un pilote administratif par rapport au territoire considéré. Et puis les communautés, en fait, ce sont des groupes de gens, ça le terme est assez souvent employé dans les topics, enfin dans les appels Horizon Europe, qui évidemment partagent des intérêts communs, mais pas forcément situés sur un même territoire. Deuxième schéma très important, j'allais dire encore une fois, si vous devez en retenir deux, c'est à la fois cette pyramide pour comprendre bien les différents objectifs que vise cette mission, mais aussi celui-ci, puisque c'est celui-ci qui définit le périmètre de la mission. En fait, la commission appelle ce schéma là sur la gauche avec ces différents carrés les systèmes communautaires clés ou les domaines d'innovation. Ce sont ces systèmes sur lesquels la mission doit se concentrer principalement parce que ce sont ceux qui sont ou qui vont être le plus impactés par le changement climatique. Donc, c'est les infrastructures critiques comme les infrastructures de routières, les infrastructures énergétiques, c'est la santé et le bien-être. Évidemment, si le climat change, les températures se réchauffent, peut-être que les personnes les plus vulnérables vont être enclines à de plus grande fragilité, que les épidémies vont se multiplier, etc. C'est la gestion de l'eau, comment est-ce qu'on gère les ressources en eau, c'est la gestion des terres, de l'alimentation, etc. Et par rapport donc à ces domaines sur lesquels la mission doit se concentrer et améliorer les choses, eh bien, il faut tendre au maximum vers des solutions basées sur la nature. Donc, si on veut améliorer les choses côté infrastructure, côté santé, côté utilisation des terres, il faut le faire en pensant solutions basées sur la nature. Et vous voyez autour de ces 4 carrés colorés des domaines périphériques que sont les data, enfin les données, les connaissances, le changement de comportement, les finances, les ressources, la gouvernance, l'engagement. Ce sont des domaines tout aussi importants qui, s'ils ne sont pas pris en compte de la mission, feront que la mission ne parviendra pas à ses objectifs. C'est-à-dire, on ne peut pas par exemple, implanter sur des territoires des démonstrateurs sans que les citoyens se soient impliqués dans la mission, étaient associés à la mission, etc. Évidemment, les finances sont aussi le nœud de l'affaire. Il va falloir trouver des financements pour faire que cette mission parvienne à ses objectifs, Horizon Europe étant une toute petite partie du financement que dont cette mission a besoin. Donc la mission, rappelez-vous, c'est une approche locale, vraiment de terrain, au niveau des territoires. Ça, c'est vraiment le point très fort, qui vise une approche systémique avec ces systèmes communautaires clés qui sont sur la gauche de ce schéma, et une approche inclusive où tous les acteurs doivent être impliqués, les administrations, le secteur public, société civile, citoyens. Alors, l'objectif 1, l'idée maintenant, c'est de vous présenter juste rapidement en détail les objectifs avec leurs différentes étapes. En fait, je vous l'ai dit, 3 objectifs pour cette mission et chaque objectif se découpe en différentes étapes. Alors, en l'occurrence, pour l'objectif 1, il n'y a qu'une étape. L'objectif 1, je le rappelle, c'est d'aider les régions à planifier la résilience climatique. Alors, comment est-ce qu'on leur permet à ces régions de planifier leur résilience climatique, ces régions et communautés? Eh bien, en ayant accès à des données qui sont fournies d'ailleurs et qui existent par ailleurs par un certain nombre de plateformes comme Climate Adapt, qui est une plateforme gérée par l'Agence européenne de l'environnement. On va essayer de leur faire bénéficier d'un cadre européen d'évaluation des risques. Il y a déjà eu un appel d'ailleurs en 2021 sur ce sujet. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de leur fournir des services de données qui leur permettront d'accéder à des données, de les combiner, ces données entre elles, d'analyser, de visualiser à quel profil de risque ces régions à quel risque elles peuvent être soumises. Sur l'objectif 2, donc il y a 3 étapes.
Là, il faut accélérer les transformations vers la résilience climatique et faire en sorte que d'ici à 2030, 150 régions et communautés aient accéléré leur transformation. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par de la mobilisation financière, ça passe par de la mobilisation, encore une fois, des parties prenantes et des citoyens, hein. Sans ces deux points, pas de mission. Et il faut aider les régions à formuler aussi leur voie pour parvenir, pour aller vers cette résilience climatique. C'est-à-dire qu'une fois les risques identifiés, il faut que ces régions et communautés identifient aussi des solutions qui vont pouvoir, comment dire, atténuer les risques auxquels elles pourraient être soumises dans les années à venir. Et puis ensuite, quatrième étape, il faut orchestrer et tester des solutions transformatrices des options et des options d'innovation envisagées. Dernière étape, on est là cette fois-ci à une échelle TRL un peu plus élevée où il faut sur le terrain démontrer les transformations systémiques pour créer un impact à grande échelle, étape 5, ou pour créer de la valeur transfrontalière. La différence entre l'étape 5 et l'étape 6, c'est que l'étape 6 cherche à déployer sur le territoire des démonstrateurs mais qui est une valeur transfrontalière, c'est-à-dire que quand on déploie un démonstrateur dans une région A, il ne faut pas que c'est des effets sur la région B à côté. Je pense par exemple à des régions qui sont séparées juste par un fleuve. Il ne faut pas que la région qui imagine, je ne sais pas moi, pouvoir pallier les sécheresses ou au contraire faire face aux inondations, imagine des solutions qui soient complètement négatives ou délétères pour la région B. Donc c'est en ce sens que l'étape 6 a été pensée. Ici, c'est juste un récapitulatif des étapes avec les objectifs, donc gardez-le en tête, ça permet juste de visualiser les choses de manière un peu différente. Cette mission, comme la plupart des missions, va s'appuyer sur une plateforme qui va être lancée normalement d'ici peu. En fait, ça a fait l'objet d'un appel là aussi en 2021, mais un appel bien spécifique où seule la commission pouvait répondre. Et cette plateforme, elle est censée fournir du soutien coordonné au fonctionnement général et aux activités de cette mission. Elle est censée être aussi une plateforme de dialogue pour les régions entre elles, mais aussi avec la Commission. Elle assure le suivi, l'évaluation, les activités de communication. Le budget, je vous le disais, Horizon Europe, c'est une toute petite partie du tout. On estime les besoins de cette mission à 10 milliards d'euros. Or, Horizon Europe ne va fournir qu'1 milliard d'euros. Donc, il va falloir aller chercher certainement des financements dans d'autres fonds, des fonds européens, mais aussi des fonds nationaux, des fonds régionaux, des fonds privés. Il y a d'ailleurs un appel en 2022 sur le financement de la mission. Alors, cette mission, elle a déjà donné lieu à des appels, hein. Le Green Deal, par exemple, le Green Deal qui était en 2020, il y a eu l'appel 1.3 sur Climate Resilient Innovation Package qui a financé 3 projets, enfin 4 plus exactement, dont 3 pour des actions d'innovation, dont un d'ailleurs qui comprend des acteurs français, hein, qui est le projet Transformer. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans les appels et dans la plupart des appels d'une manière générale Horizon Europe, on vous renvoie, ou en tout cas on vous dit qu'il serait bien d'établir des liens ou d'aller voir ce qui a été financé par ailleurs. Et je vous encourage à aller voir un peu sur le site Cordis de la Commission. Vous avez le lien sur cette slide, ce que prévoit ce projet. Et puis, il faut aussi avoir à l'esprit que cette mission et sa mise en œuvre, elle est essentiellement faite grâce aux appels qui sont publiés dans le programme de travail mission, mais il faut aussi aller regarder du côté du programme de travail du cluster 5, le cluster qui couvre les activités climat, énergie et mobilité, parce qu'il y a des activités ou des topics qui sont publiés qui doivent venir soutenir la mission, et c'était le cas en 2022, il y a eu 2 appels à ce sujet. Et puis, bien, il y a aussi évidemment le programme de travail mission sur lequel nous allons maintenant nous appesantir. Donc, il y a eu un certain nombre d'appels qui ont été publiés en 2021. Alors, pourquoi je me focalise là-dessus? D'une part, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la Commission a publié le nombre de propositions qui ont été déposées pour chacun des topics, en fait, hein. Donc, vous voyez que pour le topic, le premier topic sur la CSA, pour lequel on n'a pas encore les résultats, il y a un seul projet qui a été déposé. Pour celui sur le cadre d'évaluation des risques, 2 projets ont été déposés, ce qui fait quand même un taux de succès important, puisqu'il n'y a qu'un projet qui va être sectionné, donc ça fait 50%, etc., etc. Donc, ça nous donne un peu une idée de la mobilisation sur ces sujets. Et deuxième point d'intérêt par rapport à ce rappel, c'est que il y a 2 topics, en fait, vous voyez, qui sont financés en cascading funds, qu'il faut, j'allais dire, surveiller de près. Parce que certes, un consortium, vous savez que le cascading fund, en fait, ça permet d'associer des utilisateurs finaux au projet.
Et ça marche en 2 étapes. Là, il y a un consortium qui va être sélectionné, mais charge à ce consortium de faire bénéficier, en l'occurrence pour l'un des appels qui est le cadre d'évaluation des risques, de faire bénéficier à un certain nombre de régions ce cadre d'évaluation des risques pour permettre aux régions de mieux identifier leurs risques. Donc, le consortium va être sélectionné en septembre. Il va mettre en place une manière de sélectionner des régions qui pourront avoir accès à ce cadre dans les 6 ou 12 mois, une fois le projet sélectionné. Donc, il faut dire surveiller, ce n'est pas pour tout de suite, mais en tout cas pour les régions qui vont avoir besoin de bénéficier de ce cadre d'évaluation des risques, il faut surveiller les résultats de cet appel et voir comment le consortium sélectionné prévoit de faire bénéficier à un certain nombre de régions et de communautés les outils qu'il déploiera ou qu'il développera. Alors, pour les appels 2022, donc vous voyez, il y en a 7. Il y en a un seul, en fait, qui est en Cascading Fund, qui est le dernier, qui est un appel en lien avec la mission Océan et sur lequel Benjamin reviendra. Le budget, il est, pour ces appels 2022, légèrement supérieur, en fait, à celui de 2021, si l'on considère justement ce dernier topic joint avec la mission climat, puisqu'au total, ça fait 135 millions d'euros à peu près, alors qu'en 2021, on était à 115 millions d'euros. Les appels se sont ouverts donc hier, ils vont se clôturer le 27 septembre 2021. Et vous voyez des budgets très disparates, les plus conséquents étant pour les 2 derniers sur lesquels nous reviendrons. Donc voilà. Donc peut-être avant de détailler les appels, ce qu'on va faire là maintenant dans 1 minute, c'est de savoir si par rapport au propos introductif, vous avez des questions ou il y a des choses qui ne sont pas claires. N'hésitez pas encore une fois à demander, à lever la main ou à poser vos questions via le chat. Et si c'est pas clair, si tout est clair, on rentre dans le vif du sujet. Pas de questions dans le chat, mais Nathalie Oui. vient de lever la main. Nathalie Denoblet, oui. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces webinaires qui sont vraiment très instructifs. J'ai eu un peu des interrogations lors du premier, donc l'appel précédent, parce qu'on avait des avis très contradictoires qui nous disaient ça doit être des consortiums de recherche qui portent, bien sûr en embarquant des régions, et d'autres qui disaient non, ça doit surtout être des régions ou des communautés qui portent les projets et pas la recherche. Et nous, ça nous a totalement, mis à part le fait qu'on était aussi un petit peu en retard, mais ça nous a un peu paralysés. Donc, j'aimerais bien avoir des infos sur finalement les consortiums qui ont déposé, par qui étaient-ils en majorité portés et qu'est-ce qu'il va en être de celui qui est en cours là maintenant. Merci. Alors, merci beaucoup de votre question. Alors, sur les appels 2021 et sur le détail des consortia, on ne les a pas. Mais il est clair, par exemple, si on prend le dernier appel sur l'engagement des citoyens, qu'on va plutôt, et sur les méthodes pour, associer des citoyens à de telles initiatives, on n'attend pas vraiment les régions pour répondre à cet appel, mais ça va servir les régions en fait. Et en général, alors c'est vrai que 2021, c'était peut-être pas forcément bien précisé dans le texte, mais pour 2022, j'ai l'impression que la Commission a un peu mieux précisé les choses. En général, lorsqu'il faut associer les régions ou lorsque ce sont les régions qui doivent être à la manœuvre pour piloter le topic, c'est précisé. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'ensemble en fait des topics, il faut pas, comment dire, normalement c'est assez ouvert. Mais c'est vrai que parfois, par exemple, si on prend le topic sur les démonstrateurs, en l'occurrence en 2020, qui créent de la valeur transfrontalière, là, il a fallu que des régions répondent, puisqu'il fallait démontrer sur le terrain que des démonstrateurs, par rapport à des risques identifiés, étaient favorables et faisaient qu'on tendait vraiment vers la résilience. Donc, c'est vraiment très dépendant de chaque topic, mais ce qui est sûr, c'est que ça doit toujours aider les régions, les autorités publiques. Il y a vraiment une finalité par rapport à ça, aider le territoire à faire face au changement climatique. Voilà. Mais pour 2022, je pense que les choses sont, enfin, le topic les topics précisent à chaque fois s'il doit y avoir justement des régions pour en tant qu'end use ou si au contraire. Et puis vous allez le voir. Enfin, franchement, il y a des topics, par exemple sur on va y arriver sur les assurances ou sur la façon d'essayer de trouver des fonds pour financer.
c'est pas vraiment à destination des régions, mais ça doit les aider, ça doit les guider ensuite pour elles, qu'elles puissent s'inspirer de ce qui a été, de ce que sont les résultats de l'appel pour pouvoir mener à bien sur leur propre terrain les missions. Alors, Nathalie, vous levez toujours la main, c'est une vieille main, c'est ça? Oui, c'est une vieille main. Oui, merci, pardon. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions. Je voulais juste apporter peut-être une précision par rapport au Cascading Fund. Je ne sais pas si tout le monde est très familier avec ce système. Simplement pour préciser, vous le voyez écrit, mais quand dans les appels 2021, on disait 60% en Cascading Fund, ça veut dire que sur le budget total, 60% du budget qui est alloué au consortium sera redistribué aux régions pour les aider à mettre en place les activités. Donc, quand pour un des appels, on dit on va aider les régions à mettre en place le cadre d'analyse des risques, les régions seront appuyées financièrement. Donc, c'est pour ça qu'Annabelle disait, c'est très important pour les collectivités et les régions de vraiment suivre ces 2 projets en Cascading Fund de 2021 parce qu'il y a encore des fonds disponibles qui vont les aider à mettre en place ces activités. Voilà, je ne sais pas si c'était bien clair, mais je voulais préciser. Merci Benjamin. Donc, je vous propose qu'on passe au premier appel de la série 2022. Alors, juste un mot en fait par rapport à la façon dont on présente les choses. On ne vous présente pas le texte de manière exhaustive car il ne vous a pas échappé que les textes sont assez longs. Donc, on indique par un petit tableau récapitulatif en haut à droite les éléments principaux, budgétaires et chiffrés. Les expected outcomes et on laisse de côté la partie scope, ce qui ne veut absolument pas dire que cette partie n'est pas importante. Au contraire, elle est primordiale, elle vient préciser les choses sur les activités qui sont attendues, mais on vous en fera part, j'allais dire, de manière plus orale. Et sur la gauche, c'est une petite nouveauté, une petite, initiative du PCN Climat Énergie qui n'engage que le PCN Climat Énergie, mais qui est aussi là aussi pour vous aider en fait au maximum. C'est-à-dire que les topics, les appels mentionnent très souvent qu'il faut faire des liens avec des projets déjà financés ou telle initiative. Eh bien, on a essayé pour vous de repérer dans les bases de données qui nous étaient accessibles des sujets qui ont été financés sur un domaine proche. Ça peut vous permettre, ça peut vous aider. Enfin, en tout cas, on a essayé de le penser comme tel. Ne le prenez pas pour argent comptant, mais allez voir peut-être ce qu'il y a derrière les projets qui ont déjà été financés. Donc, le topic numéro 1, en fait, il a pour titre « Applications et outils destinés aux autorités régionales et locales ainsi qu'à d'autres utilisateurs finaux », axé sur les impacts. Ce topic, en fait, il est, j'allais dire, différent de celui de 2021 qui était destiné à définir un cadre d'évaluation des risques que les régions pourront utiliser, mais complémentaire. Ici, on est vraiment on cherche à mettre à disposition d'utilisateurs finaux des outils pratiques pour la manipulation et suivi de données climatiques. Donc voilà, c'est un tout petit peu différent. Donc c'est un budget de 6 millions d'euros qui va financer environ 2 projets et c'est une action de recherche et d'innovation, donc TRL plutôt bas, et ça doit contribuer aux 2 premiers objectifs de la mission, à savoir aider les missions à préparer et planifier la résilience et aider 150 régions à développer leur vision d'un avenir résilient au climat. Alors, que disent les objectifs à atteindre? D'une part, il est important, lorsqu'on répond à cet appel, d'essayer d'améliorer l'accès aux données climatiques. Il y a un certain nombre de données qui sont déjà accessibles librement dans des banques de données comme Climate Data Store, etc. Mais il faut aussi que ces données soient combinables ou qu'on puisse les combiner avec des données plus locales. Ah, quelqu'un nous partage son écran? C'est gentil. Si vous pouviez arrêter de prendre le contrôle comme ça permettrait qu'on suive la présentation de manière plus fluide. Donc, excusez-nous. Voilà, je pense que vous revoyez le topic à l'écran. Oui, c'est bon, Annabelle. Merci.
Donc, il faut, je disais, améliorer l'accès des données climatiques, mais faire en sorte aussi que les grandes données soient combinables avec des données locales. Et il faut aussi que ces données ou ces outils soient des outils personnalisables, en fait, utilisables et réutilisables. Donc, il faut non seulement trouver un moyen de faciliter l'accès des données, que ces données soient personnalisables. Et il faut évidemment que les données soient fiables, sûres et respectent un certain nombre de principes comme celui du FAIR pour Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Et on nous précise dans le texte, et là ça nous donne un indice aussi sur la composition justement du consortium, que l'outil ou l'application développée soit démontrée dans au moins 5 régions ou communautés de l'Union européenne. Alors le scope, qui est la partie qui n'apparaît pas sur l'écran, mais qui détaille ce que l'on attend dans les propositions en termes d'activité, nous dit que vous devez définir des outils améliorés de manipulation des données afin de contribuer plus efficacement à un écosystème d'outils facilement disponibles et de services d'information intégrés, qu'il va falloir aussi élaborer une analyse des lacunes en matière de convivialité, de personnalisation et d'adaptation des services européens, d'identifier aussi les lacunes en matière de disponibilité et d'accessibilité des données. Alors, la Commission fait le pari ou suppose que la demande à ce type d'outils ou de services facilement manipulables, réutilisables, etc., pourrait être forte. Et donc, il faut que le consortium présente un processus et des critères d'identification des régions et des communes, des communautés cibles. Des critères qui devront garantir une variété des lieux, des conditions socio-économiques différentes, ainsi que des conditions différentes, démographiques différentes, etc. Il faut tenir compte aussi des populations. Il va falloir aussi compter sur l'expertise des sciences humaines et sociales et finalement répondre à l'un des objectifs du Green Deal qui est très important, à savoir favoriser une transition juste. Sur la gauche et donc l'encadrer avec des appels qui ont déjà été financés. Je vous ai mis des exemples avec 2 projets qui sont justement travaillent sur des données personnalisables intégrant l'échelle locale, mais surtout les villes. Donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait sur le même périmètre, mais ça peut être intéressant d'aller le voir. Et le 3e projet, il est sur du développement de services climatiques, donc un peu moins peut-être sur les données personnalisables, qui est vraiment le cœur données personnalisables, réutilisables, encore une fois, de ce sujet, mais il peut être intéressant d'aller le consulter. Donc, qui peut répondre à ce consortium? Je pense que les entités qui travaillent sur les data, qui développent des outils de manipulation de ces données sont au cœur de l'appel. Mais il y a aussi des experts en données, des experts en données socio-économiques qui sont attendus. Les communautés locales ou toute autre partie prenante de terrain afin de partager et tester ce qui sera développé. Et puis des experts en SHS pour justement renforcer l'impact sociétal du projet. Donc ça, c'est assez clairement écrit dans le topic. Je pense que pour celui-ci, on a une idée assez précise par rapport au texte de qui peut répondre et qui est attendu. Voilà, je passe la main à Benjamin pour le 2e sujet. Benjamin, on ne t'entend pas. Ok, c'est bon. J'avais désactivé le micro depuis le casque. Désolé. Oui, donc tout d'abord, je voulais m'excuser parce que je ne mets pas la caméra. J'ai des petits problèmes de connexion et je ne voudrais pas être coupé en plein milieu de mon propos. Donc, je vais vous présenter donc, ce 2e appel qui porte, lui, alors, sur le déblocage des ressources financières pour des investissements dans la résilience climatique. Donc, ça porte vraiment sur les investissements, c'est ce que Annabelle évoquait tout à l'heure, les investissements qui vont être essentiels pour tous les objectifs de la mission. En fait. Donc, c'est un appel qui vraiment couvre les 3 objectifs qu'Annabelle vous présentait tout à l'heure. Donc, ce que l'on vise à travers cet appel, en fait, c'est d'aider les régions et les communautés à élaborer des stratégies d'investissement afin qu'elles puissent mobiliser des financements tout au long de leur parcours de transformation vers la résilience climatique, alors même que la Commission identifie les besoins d'investissement à entre 35 et 500 milliards d'euros par an dans l'Union européenne. Donc, c'est bien ce qu'Annabelle disait. On a des besoins qui sont assez importants en matière d'investissement. La mission ayant un budget limité, il va falloir que les régions puissent identifier des parcours des parcours d'investissement, des stratégies d'investissement, voilà, pour venir appuyer leur transition vers la résilience climatique.
Donc, dans ce contexte, le projet qui va être sélectionné, puisqu'il y a un seul projet qui sera sélectionné, ce projet va devoir permettre d'opérer donc un levier, un effet de levier dans les financements pour des investissements de résilience climatique et développer tout un ensemble de concepts d'investissement afin d'aider les autorités publiques à mobiliser les fonds en résilience climatique. D'autre part, le projet va également venir en fait appuyer, soutenir les capacités des personnels qui sont issus des autorités publiques, afin que ce personnel puisse développer des projets de résilience climatique dans lequel en fait on ait envie d'investir, dans un jargon un peu anglicisé, ce qui soit investissable en fait. Voilà. Donc, il y a vraiment cet aspect de soutien de la capacité des personnels des autorités publiques. Et enfin, le projet va devoir permettre de développer une meilleure compréhension des mécanismes permettant la transformation du système économique et du secteur financier, notamment afin de récompenser les investissements résilients au changement climatique. Donc, pour ce faire, ça c'est ce qui est décrit dans le scope, 3 grands types d'activités en fait dans cet appel. Tout d'abord, le projet va venir fournir un soutien aux régions et aux communautés sur la façon de mobiliser, d'accéder et de combiner les diverses sources de financement pour la résilience climatique. Pour ce faire, le projet va devoir notamment développer pour et avec au moins 20 régions et communautés de l'Union européenne des stratégies d'investissement innovantes. Le projet devra également fournir une expertise technique et financière afin de mettre en œuvre au moins 10 plans d'investissement crédibles et évolutifs dans ces 20 régions et communautés. Donc ça, c'est la première grande type d'activité. D'autre part, le projet va également entreprendre des recherches et tester des solutions de financement innovantes en utilisant les activités qui sont déjà en cours dans les régions et communautés comme études de cas, et ce, afin de mieux comprendre, d'une part, leurs facteurs de succès, mais également leurs limites. En cela, le projet devra notamment permettre de mieux comprendre comment utiliser les diverses approches de financement dans des contextes géographiques, culturels, sociaux, politiques, économiques et environnementaux différents, et identifier les obstacles à la mobilisation des financements pour la résilience climatique. Le projet devra ensuite en fait élaborer des recommandations sur la meilleure façon de surmonter ces obstacles. Pour cela, donc, le projet va devoir tester ces recommandations avec au moins 3 banques ou fournisseurs de services financiers dans au moins 3 régions ou communautés différentes de l'Union européenne ou de pays associés. Enfin, le projet, donc le troisième grand type d'activité, en fait, le projet va devoir assurer des synergies entre la mission et d'autres programmes engagés dans la mobilisation des finances pour la résilience climatique au niveau local, national et européen. Au niveau des principales sources de financement à prendre en compte dans le cadre de ce projet, elles sont de 3 sortes. D'une part, les sources gouvernementales, principalement les subventions, y compris les instruments de financement de l'Union européenne, les budgets nationaux, régionaux et locaux. D'autre part, tout ce qui est banques et institutions financières qui fournissent des prêts et des garanties, soit directement, soit en partenariat avec les banques de détail locales. Et enfin, tout ce qui est relatif aux acteurs privés, y compris les fondations, les promoteurs immobiliers, les entreprises et les particuliers. Au niveau donc du processus de sélection des 20 régions et communautés que je citais tout à l'heure, la priorité va devoir être donnée aux régions et communautés très vulnérables qui disposent de ressources limitées et d'une faible capacité d'adaptation aux effets du changement climatique. Ces critères vont devoir permettre de s'assurer qu'en fait qu'une grande variété de lieux puisse être représentée dans autant de pays que possible et assurant une diversité des risques climatiques et des conditions socio-économiques et démographiques. Au niveau des projets déjà financés qu'on a repérés, en fait, il y a notamment, je vais parler du premier projet, Lynx, qui est une ERC et qui sont particulièrement en fait indiqués en lien avec cet appel mission. Pourquoi? Parce que cette ERC en fait vise à contribuer à la transformation du système de financement du climat afin de fournir l'ampleur et la qualité des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques européens.
Donc, cette ERC vise à promouvoir des orientations essentielles pour une réorientation des flux financiers vers les investissements à faible intensité carbone. Et elle vise également à faire progresser la compréhension du rôle du financement climatique pour favoriser la transition vers une économie à faible émission de carbone. Donc, pareil, vous avez le lien, donc je vous encourage fortement à aller voir un peu les résultats de cette ERC et éventuellement y faire référence dans votre proposition. Voilà, Annabelle, je te laisse peut-être aller sur le sujet suivant. Merci beaucoup. Donc, après les solutions pour financer la mission, eh bien, on s'intéresse avec ce topic numéro 3 aux meilleures pratiques en fait en termes de solutions d'assurance pour l'adaptation et le pilotage de solutions. C'est un topic qui est une action de recherche et d'innovation, qui a un budget de 6 millions. Le budget des projets, des propositions attendues est entre 2 et 3 millions. Et donc, il y a 2 projets qui devraient être financés. Je dis bien au conditionnel qui devrait, parce que, là, encore une fois, la Commission a toute l'attitude pour peut-être, in fine, décider de ne financer qu'un seul projet si les propositions ne sont pas suffisamment bonnes. Donc, c'est vraiment à titre indicatif que la Commission précise ces informations dans le programme de travail. Alors, le texte est assez intéressant parce qu'il rappelle en fait que l'assurance, c'est vraiment un outil essentiel pour compenser les pertes après des événements climatiques, notamment des événements climatiques extrêmes, mais son utilisation dans le domaine de l'adaptation est actuellement limitée pour un certain nombre de raisons qui ne sont pas détaillées. Mais le texte précise que des études récentes montrent qu'entre 1980 et 2019, les pertes économiques directes dues à des événements liés au climat ont atteint au moins 419 milliards d'euros dans l'UE des 27 et que seuls 35% de ces pertes étaient assurées en moyenne dans l'UE. Donc, il va falloir, par rapport à ce topic, et ce sont les objectifs qui sont listés sur cette slide, vraiment imaginer ou lister un ensemble de produits d'assurance contre les risques météorologiques et climatiques à utiliser et à reproduire dans les régions et communautés de l'UE. Il va falloir identifier des mécanismes d'enregistrement, de collecte et de partage des données sur les risques et les pertes liées au climat. Il va falloir travailler sur les orientations, sur les tarifications des assurances qui reflètent les mesures de réduction des risques. Il va falloir aussi expérimenter des solutions innovantes qui garantissent une couverture d'assurance abordable. Des solutions innovantes de transfert de risque pour faire face aux risques induits par le climat, notamment l'assurance paramétrique. Vous savez que, alors je ne suis pas une experte en assurance, mais je suis allée un petit peu me renseigner sur cette assurance paramétrique. En fait, ça permet de protéger, par exemple, un rendement, un chiffre d'affaires, un manque à gagner, tandis que les assurances traditionnelles protègent plus des dommages causés aux biens. Et ce type d'assurance paramétrique n'est pas encore, selon la Commission, suffisamment développé et encore moins par rapport justement au climat. Mais je suis sûre qu'il y a des assureurs avec nous, ils pourront nous expliquer mieux ces mécanismes en fait d'assurance. Et il faut aussi faire progresser, ça va de pair, hein, la modernisation du secteur public en ce qui concerne la demande de solutions d'assurance pour l'adaptation au changement climatique. Il va falloir aussi ouvrir des opportunités sur le marché de l'assurance pour des solutions de transfert de risque de pointe et renforcer le cadre politique pour faciliter l'allocation de budgets nationaux et régionaux supplémentaires substantiels afin d'augmenter la pénétration dans l'Union de solutions d'assurance pour faire face aux risques induits par le climat. Le scope, en fait, s'appuie ou en tout cas s'oriente vers 2 aspects qui sont à prendre en compte tous les 2. Et donc, dans vos activités que vous allez déployer, que vous allez mettre en place, il faut identifier les meilleures pratiques en termes d'assurance et combler les lacunes en matière de couverture d'assurance pour l'adaptation au climat. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, il va falloir essayer, expérimenter des solutions d'assurance dans les régions et communautés. Et par exemple, le texte indique qu'il faut développer un pilote de solutions d'assurance dans au moins 3 régions et communautés pour faire face à leurs risques climatiques. Parmi les sujets déjà financés, donc je vous en ai mis 2.
Donc, il y en a un qui est en lien, qui est vraiment le premier qui s'appelle Nayad, qui est vraiment très proche en fait de ce sujet. Et puis, il y en a un autre qui est plutôt, le deuxième en fait, qui est en lien avec le Green Deal et qui est une toute petite partie du tout parce que c'était le topic en lien avec les incendies de forêt. Mais justement, comment est-ce que les assurances, par rapport à des risques climatiques extrêmes qui concernent les incendies de forêt, peuvent avoir une valeur ajoutée et peuvent être vraiment très, très, très pertinentes si améliorées. Alors, qui peut répondre à cet appel? Je vais essayer de répondre, même si le texte ne le dit pas, mais évidemment, il y a des experts et des chercheurs en assurance, en solutions innovantes d'assurance, mais aussi des experts en données climatiques pour les assurances. Il est écrit que le consortium doit inclure comme partenaire associé au moins une compagnie d'assurance ou de réassurance. Je vous rappelle que les partenaires associés qui sont définis à l'article 9.1 du modèle Grant Agreement sont des entités qui vont effectuer des tâches mais qui ne peuvent pas déclarer des coûts. Donc attention à cette petite particularité de partenaire associé, mais qui est bien expliquée dans le texte du règlement. La contribution d'experts SHS en sciences humaines et sociales est aussi attendue. Et comme le texte dit qu'il faut aussi piloter une solution d'assurance dans au moins 3 régions communautés, il va vraisemblablement falloir aussi associer des régions et communautés. Voilà pour cet appel. Merci Annabelle. Donc le quatrième appel à proposition contribue encore une fois aux 3 objectifs de la mission, parce qu'en fait, il vise à soutenir donc les régions et communautés dans toutes les étapes de leur parcours de transformation vers la résilience climatique, en les aidant à trouver, innover et tester des solutions qui, en fait, vont aider leur système économique à devenir durable et résilient au changement climatique. Donc en fait, ce que la Commission dit, c'est que le changement climatique va venir affecter l'économie européenne, notamment par exemple à travers donc la baisse de la productivité et des rendements agricoles, la baisse de la productivité du travail en raison des vagues de chaleur qui vont être extrêmes, ou encore la perturbation des chaînes de transport et de production. Donc c'est pourquoi la transformation des systèmes économiques en vue d'une résilience climatique va devoir trouver des voies d'accès en fait à la résilience climatique et la durabilité pour tous les secteurs qui vont être concernés par le changement climatique. Donc, dans ce contexte, les projets qui vont être financés vont devoir appuyer la transformation des secteurs économiques concernés par le changement climatique pour faire face aux risques futurs liés donc à celui-ci. Les projets vont devoir développer et mettre à disposition un certain nombre de modèles d'affaires, de chaînes de valeur et de possibilités de recyclage qui soient résilients au climat. Dans le même temps, les projets vont devoir aider les entreprises et industries locales à développer une capacité accrue à faire face de manière durable au changement climatique. De même, en fait, les projets vont également venir appuyer les capacités des autorités nationales et locales, des partenaires sociaux et des entreprises à donner aux consommateurs les moyens de faire des choix éclairés et à jouer un rôle actif dans la transition vers la résilience climatique. Donc encore une fois, 3 grands types d'activités sont évoqués pour cet appel, qui reflètent un peu les activités que je décrivais tout à l'heure. Donc au niveau du premier grand type d'activité, les projets vont devoir fournir un soutien direct aux régions et aux communautés en partageant les connaissances de pointe, les meilleures pratiques et les innovations et solutions émergentes qui sont pertinentes pour la transformation de tous les systèmes économiques régionaux qui vont être affectés par le changement climatique, afin que ces derniers donc, deviennent résilients au changement climatique. Ainsi, les projets vont devoir encore une fois soutenir au moins 20 régions ou communautés dans le développement de voies pour la transformation de tous les secteurs pertinents de leur système économique qui sont affectés par le changement climatique, et également soutenir la mise en place d'une coopération publique-privée en les aidant à effectuer la transition pour devenir à la fois résilients au changement climatique. Donc deuxième grande type d'activité, les projets vont devoir appuyer la recherche et l'expérimentation de solutions innovantes en se basant notamment sur les solutions développées par les régions et les communautés déjà engagés dans l'effort de la mission. Donc à partir de ce point de départ, en fait, les projets vont devoir développer des activités de transformation des systèmes économiques.
De nouveau, les projets doivent permettre à au moins 20 régions ou communautés de développer et de tester des nouvelles solutions en s'appuyant sur leurs propres caractéristiques et forces, notamment dues à leur spécialisation locale. Et enfin, troisième grand type d'activité, c'est encore une fois une activité en lien avec l'appui pour des synergies entre la mission et les autres initiatives pertinentes qui soutiennent la transformation des systèmes économiques vers la durabilité et la résilience au niveau local, national et européen, notamment en fait, en mettant à profit les divers éléments d'autres programmes et initiatives pertinentes dans le contexte de la mission. Comme tout à l'heure, le choix des régions et communautés qui se fera donc devra se faire selon un processus clairement établi, en accordant encore une fois une priorité aux régions et communautés très vulnérables, qui disposent de ressources limitées et ou en fait d'une faible capacité d'adaptation aux effets du changement climatique. Encore une fois, les critères de sélection identifiés vont devoir garantir la représentation d'une variété de lieux dans autant de pays que possible et qui représentent une diversité de risques climatiques en Europe. Alors au niveau du consortium, pareil, les membres du consortium ne sont pas clairement évoqués, mais ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le consortium va devoir inclure un certain nombre d'expertises, notamment des connaissances industrielles pertinentes, puisqu'on parle de système économique, donc de connaissances industrielles pertinentes qui permettent une capacité à comprendre et à stimuler l'innovation systémique. L'appel précise également qu'on attend une expertise en termes d'innovation sociale et d'innovation en fait, qui soit axée sur l'utilisateur. Au niveau des projets, enfin du projet que l'on a identifié, un seul pour cet appel. Donc c'est un projet qui aborde également des aspects socio-écologiques en lien avec le Green Deal et les risques liés au changement climatique. Et là, en l'occurrence, ce sont des risques liés aux incendies et feux de forêt. Voilà, Annabelle. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, on arrive au cinquième topic, qui est aussi une action de recherche et d'innovation, qui a un budget de 3 millions d'euros, qui va financer un seul projet. Le budget par proposition attendue est entre 2 et 3 millions. Et cet appel couvre l'objectif 2 de la mission, mais aussi est en lien avec les missions océan et eau et sol. Et vous verrez pourquoi dans un instant. Donc, le titre de cet appel, c'est donc booster la fonction éponge du paysage comme un moyen d'améliorer la résilience climatique. Donc, c'est l'idée et les objectifs attendus, c'est de déployer ou trouver les meilleures solutions disponibles ou d'en améliorer ou d'en trouver de nouvelles pour améliorer la fonction éponge des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface qui sont utilisées ou mises à disposition dans toutes les régions. C'est aussi trouver des solutions pour améliorer la résilience climatique aux événements extrêmes. Et puis, dans cet appel, il est indiqué qu'il va falloir aller vers le test de solutions transformatrices par rapport à avec cette fonction éponge pour le renforcement de la résilience climatique. Donc, le scope précise un certain nombre de choses. En fait, il faut, par rapport à cette fonction éponge, aider à la diffusion des connaissances, faire aussi un état des lieux de ce qui existe en la matière, mais aussi tester des solutions qui aident à la gestion des zones en passant à la fois par l'utilisation des terres, du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface. Et donc, il faut être capable d'augmenter le fonctionnement des ponges, des zones, par la restauration des fonctions de rétention naturelle du sol, des eaux souterraines et des petits affluents des systèmes d'eau de surface dans les bassins hydrographiques, par exemple, avec une attention particulière portée sur le potentiel de restauration et d'élargissement des habitats naturels et semi-naturels. Donc, si vous vous intéressez à cet appel, il va falloir que dans un premier temps, vous recueilliez les données ou les connaissances disponibles sur ce sujet. Il va falloir définir les meilleures approches possibles en ayant, j'allais dire, déjà fait une analyse de l'existant et en ayant identifié les points négatifs et les points positifs pour, in fine, améliorer ce fonctionnement éponge du paysage comme un moyen d'améliorer sa capacité à contribuer à la gestion de l'eau, en particulier face aux événements climatiques extrêmes.
Il faut entreprendre donc des recherches sur toutes les solutions innovantes en utilisant les activités en cours et donc déjà existantes dans les régions, comme études de cas, afin de mieux comprendre les facteurs de réussite et d'explorer, d'expérimenter de nouvelles manières innovantes d'améliorer la capacité de rétention de l'eau grâce à des solutions basées sur la nature. Et là, on est vraiment au cœur de la mission, c'est-à-dire comment, en déployant des solutions basées sur la nature, on va faire que les sols, les eaux, en tout cas là, les eaux de surface, en l'occurrence dans cet appel, aident à mieux préparer les régions à l'adaptation au changement climatique. Et j'allais dire que le tout va permettre, en fait, d'une part, d'amortir la libération de l'eau lors de pluies intenses et puis de servir aussi de source d'eau fraîche et propre en période de sécheresse. Donc, on a mis quelques exemples de projets déjà financés. Alors beaucoup beaucoup. En tout cas, on en a mis 2 en lien avec LIFE. Alors la particularité de ces 2 sujets, c'est qu'ils vont, j'allais dire, ils sont sur le terrain vraiment de la fonction éponge ou de la façon dont le sol peut être capable d'absorber l'eau et comment on peut mieux gérer l'eau, mais c'est dans des situations plutôt urbaines, de ville ou de communauté. Et le dernier, qui s'appelle Opten, en fait, il est encore sur un autre angle, qui est, on se concentre là sur la concurrence pour les ressources en eau entre, d'une part, l'utilisation faite par les agriculteurs et de l'autre, l'utilisation domestique. Et le projet vise à identifier en fait des techniques efficaces de rétention de l'eau dans les petits bassins versants agricoles, dans les régions continentales ou boréales. Donc, vous voyez, il est très focalisé sur les deux, en fait, ont des angles différents, un peu différents du topic auquel vous devez répondre, mais qui, à mon avis, peuvent être utiles. Il n'est pas précisé, alors là, pour le coup, le texte ne précise pas vraiment ce qu'on attend dans le consortium, mais indéniablement, on attend quand même des experts en sciences du sol, en gestion de l'eau et de l'environnement, en gestion des terres. Il y a aussi, à un moment, on nous dit qu'on doit se fonder sur les solutions qui sont déjà testées dans certaines régions. Donc, il va falloir certainement s'appuyer aussi sur des régions qui ont déployé des solutions pour justement cette fonction éponge du sol. Donc voilà par rapport à ce sujet. Et il est également indiqué, mais ça, j'allais dire, on le dit pas à chaque fois, mais c'est quasiment pour tous les appels, qu'il faut essayer d'assurer des synergies entre cette mission et puis d'autres projets ou d'autres initiatives. La raison d'être aussi des projets qu'on vous met sur la gauche de ces slides. Benjamin, pour les 2 derniers appels. Ouais, merci Annabelle. Donc, le 6e appel, on est encore une fois là, alors là, on est vraiment en plein dans les objectifs de la mission, dans l'objectif numéro 2. Donc un peu comme précédemment, sauf que là, c'est un appel beaucoup plus large que l'appel que vient de présenter Annabelle. Donc c'est un appel qui porte sur en fait le développement de solutions innovantes qui permettent une meilleure résilience et capacité d'adaptation des régions et communautés face au changement climatique, en veillant à ce que les solutions basées sur la nature soient explorées en priorité. Donc c'est bien le 2e objectif de la mission qui vise à mobiliser au moins 150 régions pour tester les solutions les plus nécessaires localement afin de renforcer la résilience climatique. Donc, en fait, simplement 2 grands objectifs pour cet appel. D'une part, les régions et communautés vont devoir avoir été impliquées par les projets dans le développement et le test de toute une série de solutions transformatrices. D'autre part, ces solutions vont devoir avoir été développées, testées et rapprochées du marché au cours du projet. Donc pour cela, les propositions vont devoir s'attaquer aux multiples risques identifiés localement, notamment, c'est ce à travers l'appel de 2021 qui vise à ce que les régions puissent identifier leurs risques. Donc à s'attaquer à ces risques en abordant dans une approche systémique un ou plusieurs des systèmes identifiés comme essentiels pour le renforcement de la résilience climatique dans le plan de la mise en œuvre de la mission. Donc, par exemple, en fait, la solution systémique proposée pourra inclure la restauration des écosystèmes et la mise en place de corridors écologiques, ou bien des solutions pour mieux gérer la pénurie d'eau et atténuer les impacts de sécheresse, ou pour mieux gérer les inondations. Ou encore, la solution systémique peut renvoyer à des solutions pour une agriculture, une pêche, une aquaculture et une sylviculture qui soient plus résistantes au climat. Voilà, donc il y a le projet en liste encore plus.
Dans ce contexte, les projets vont devoir inclure au moins 5 régions ou communautés qui vont devoir collaborer pour faire face à des défis identifiés, en fait, en créant un lieu commun pour tester et déployer les solutions les plus appropriées et pour échanger les meilleures pratiques. Donc, ces 5 régions vont devoir être situées dans au moins 3 États membres de l'Union européenne ou pays associés à Horizon Europe, avec, et c'est important, au moins une des démonstrations proposées qui va avoir lieu dans une région qui est couverte par le programme de cohésion de l'Union européenne. Donc, c'est une série de régions bien identifiées. Les propositions vont devoir également en fait identifier clairement la zone biogéographique ciblée. Les zones biogéographiques, en fait, elles sont définies par l'Agence européenne pour l'environnement. Et les propositions vont devoir explorer la possibilité d'une application possible de ces solutions à d'autres régions, en commençant en priorité par celles qui sont situées dans la même zone biogéographique. Pour avoir un impact encore plus important, les solutions proposées doivent pouvoir en fait être largement réappliquées. Et à cette fin, l'identification et l'inclusion d'au moins 3 régions ou communautés, ce qu'on appelle réplicantes, qui sont intéressées par la réapplication des leçons apprises sur leur territoire, est fortement encouragée dans le cadre du projet. Donc, 5 régions au minimum impliquées dans le projet pour mettre en œuvre ces solutions, suivies de 3 régions réplicantes. Donc là, on a une bonne idée du consortium. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça exclut des partenaires de recherche ou des entreprises, ou voilà. Mais le cœur de cible est région communauté. Exactement. Et en fait, c'est même directement cité dans l'appel, puisqu'il l'appel dit qu'en fait, outre les autorités locales, régionales qui sont responsables des questions climatiques, le consortium va pouvoir inclure d'autres types de partenaires, tels que les organismes de recherche privés et publics et les entreprises, afin de garantir que toutes les capacités nécessaires soient disponibles pour développer et mettre en œuvre les actions concrètes. Également une nouveauté en fait par rapport à cet appel, en fait il va y avoir des sauts, ce qu'on appelle des sauts d'excellence. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept qui est déjà mis en place dans Horizon Europe sur d'autres aspects du programme. En fait, ce sont des sauts d'excellence qui vont être attribués aux demandes qui dépassent donc les seuils d'évaluation, donc la note minimale, mais qui vont pas pouvoir être financés en raison de la limite du budget. Et ces sauts d'excellence, en fait, sont là pour donner donc une valeur en fait aux propositions pour qu'elles puissent se tourner vers d'autres sources de financement et in fine quand même se faire financer sur la base de la proposition qu'elles auront soumise à l'Union européenne, sachant qu'en général, le processus de sélection au niveau européen est un gage de qualité du projet. Donc, comme on le disait, les propositions, et ça c'est vraiment clairement dit dans le texte de l'appel, doivent vraiment s'appuyer sur des connaissances et des solutions d'adaptation qui sont déjà développées ou existantes, notamment dans le cadre de projets précédents. Et pour cela, il y a pléthore de choix. Au niveau européen, notamment LIFE, en fait, qui a financé beaucoup de projets de démonstration en lien avec des solutions basées sur la nature. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça dépendra en fait de l'axe qui va être poursuivi dans la proposition soumise. C'est à vous de voir, mais en tout cas, il y a clairement vraiment beaucoup de projets sur lesquels se baser. C'est vraiment important d'y faire référence, puisque comme on le disait, les ressources financières étant limitées, le but n'est pas de financer 2 fois la même chose, mais bien de se baser sur l'existant. Voilà. Et on peut passer au dernier appel. Annabelle, s'il te plaît. Donc, le dernier appel, il est situé un peu plus bas dans le programme de travail, beaucoup plus bas en fait, même si vous avez déjà eu l'occasion de regarder ce programme de travail, puisqu'en fait, c'est une nouveauté avec cet amendement au programme de travail 2021-2022 mission, c'est des appels conjoints. Donc là, il s'agit d'un appel conjoint pour la mission adaptation au changement climatique et la mission océan et eau. Donc, dans ce cadre, l'appel va viser à répondre à la fois au 3e objectif de la mission climat, qui est donc de soutenir les 75, au moins les 75 démonstrateurs à grande échelle
pour la résilience climatique, mais également à l'objectif 1 de la mission Océan. Donc, je ne sais pas si vous êtes aussi familier avec cette mission, qui vise, lui, à en fait protéger et restaurer les écosystèmes marins et d'eau douce, et également à protéger, restaurer la biodiversité de ces écosystèmes. Donc cet appel se concentre sur la démonstration de solutions pour renforcer la résilience au changement climatique dans 2 zones côtières que sont celles de l'Atlantique et de l'Arctique, par le déploiement, encore une fois, de solutions basées sur la nature. Donc c'est bien ce qu'on disait, les solutions basées sur la nature sont vraiment centrales, dans cette mission. Par zone côtière, ce qu'on entend, c'est notamment, par exemple, les récifs d'huîtres, les forêts de laminaires, les herbiers marins, les zones humides côtières et les marais salants. Mais les projets, en fait, vont devoir aller plus loin que simplement ces zones côtières, en allant en fait explorer les diverses pressions et besoins d'adaptation au changement climatique d'une manière qui soit systémique, comme l'érosion des sols et son impact sur les zones côtières, entraînant des pressions sur les écosystèmes marins. Donc, le projet financé va venir renforcer la résilience climatique des zones côtières en permettant notamment une collaboration renforcée entre les régions les plus avancées et les régions moins avancées et vulnérables aux effets du changement climatique. Le projet va également venir soutenir de manière simultanée la transformation vers la neutralité climatique et la résilience climatique dans la zone côtière, tout en venant soutenir le développement de l'économie bleue et à faible émission de carbone et la restauration des écosystèmes marins, côtiers et fluviaux. Donc, ce sont bien les 2 objectifs de la mission climat et de la mission océan. Pour ce faire, vous commencez à y être habitué. Le projet va réaliser des activités de démonstration dans 5 régions différentes, appartenant au bassin maritime atlantique et ou arctique. Le projet va devoir également en fait impliquer au moins 10 régions associées en tant que tierce partie pour démontrer la reproductibilité des solutions développées. Donc ce sont pas ces 10 régions associées ne vont pas être partie prenante en tant que partenaires du projet, mais vont être régions associées, simplement pour dire en fait on se limite pas à une mise en œuvre de ces solutions dans 5 régions, mais on peut tout à fait les exporter et on le prouve dans au moins 10 régions. Et d'ailleurs, le projet en 3e étape va même aller plus loin en identifiant d'autres zones et lieux où les solutions sont reproductibles et élaborer un plan d'action et une feuille de route pour reproduire et étendre les solutions et actions de restauration des écosystèmes et de la biodiversité au plus grand nombre. Donc 3 étapes, les 5 régions, les 10 régions associées et une feuille de route pour que ça soit exporté à plus grande échelle. Au niveau des régions associées, donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est un appel en cascade funding. Donc une partie du budget ne va pas venir directement pour soutenir le consortium, mais en fait va être redistribué à ces régions associées. Et en fait, le projet va pouvoir apporter une aide financière à hauteur de 100 000 euros par région. Donc pour finir également, l'engagement des citoyens est un concept clé dans tous les aspects de la mission, dans tous les appels à propositions. Et donc le projet va devoir impliquer les acteurs et les communautés locales dans la restauration et la protection active et passive des écosystèmes marins. Étant donné qu'en fait les régions et les communautés vont subir d'importantes transformations pour devenir résilientes au climat, les mesures prônées par le projet en fait vont devoir faire l'objet d'une appropriation commune afin d'être mieux acceptées. Donc c'est bien l'acceptation sociale qui est mise en avant. Donc au niveau des projets que l'on a mis en avant, il s'agit principalement de projets qui ont abordé des régions côtières confrontées notamment à la montée des eaux et qui ont développé des solutions pour y faire face. Le dernier appel est notamment en lien avec l'Arctique. Cet Interreg en fait est assez intéressant car il vise en fait à renforcer la résilience des communautés côtières, donc en particulier dans l'Arctique et la périphérie nord, notamment en fournissant une feuille de route pour protéger, promouvoir et développer le patrimoine naturel et culturel des communautés côtières qui sont en fait peu peuplées et assez éloignées. Le projet va également, en fait, a également pour but de produire une boîte à outils pour les autorités locales, axée sur une croissance reposant sur les principes de durabilité, d'atténuation, de planification, d'adaptation, de résilience et de transition. Donc c'est bien un peu dans l'axe de ce que cet appel vise.
Voilà pour ma part vis-à-vis de cet appel. Je commande la slide ou tu veux la commenter, Annabelle? On termine juste encore 2-3 points avant de clôturer et avant vos questions surtout, parce que voilà, on n'oublie pas vos questions au cas où vous en auriez. Les représentants de la mission adaptation ici, vous les voyez, hein, on est 4. Ça veut dire que si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser ou les poser au point de contact national énergie. Vous avez aussi le lien du point de contact national énergie. En termes d'agenda, il y a eu des questions en fait dans le chat par rapport à ça. Sachez que la commission organise une présentation des appels de toutes les missions, les 17 et 18, que le 18 matin est focalisé sur la mission adaptation, sur ces mêmes appels, et que le 19, vous avez la possibilité de participer à un brokerage event pour celles et ceux qui le souhaitent. Je vous ai dit en début de réunion que la commission avait publié un FAQ parce qu'il y a des questions récurrentes par rapport à cette mission. Je vous invite aussi à aller le consulter, vous avez le lien. Et enfin, pour les régions et communautés, il y a en ce moment un questionnaire, en fait, un sondage qui circule ainsi qu'une charte. En fait, la commission essaye de savoir quelles sont les régions et communautés ou communautés d'agglomération, enfin territoires, qui sont intéressés par cette mission et de savoir en fait à quel état, enfin à quel stade vous en êtes par rapport aux objectifs qui ont été définis. Est-ce que vous êtes plus au stade d'identification des risques ou au contraire, est-ce que vous avez déjà identifié des solutions ou encore au stade supérieur, est-ce que vous prévoyez de déployer sur votre sol des démonstrateurs et répondre à ce questionnaire n'est absolument pas engageant, mais ça va permettre peut-être ultérieurement, ça permettra vraiment à la commission de vous identifier et surtout ultérieurement pour vous de bénéficier éventuellement de conseils ou de bénéficier d'accès plus facile à la plateforme dont je vous ai parlé, la plateforme d'accompagnement dont je vous ai parlé au début. Donc il y a à mon avis un petit plus à répondre à ce questionnaire, à ce sondage qui circule pour lequel on vous a mis les liens. Et le 7 juin, c'est le premier forum européen donc, de la mission à Bruxelles. Et la commission d'ailleurs présentera ou indiquera en tout cas combien ou quelles régions ont répondu au sondage. C'est vraiment décorrélé des appels. Vous pouvez tout à fait répondre en tant que région communauté aux appels sans répondre au sondage. Mais ce sondage, à mon avis, il est intéressant d'y répondre pour être vraiment, j'allais dire, dans les mailing lists de la commission et bénéficier de conseils ou d'aide en cas de besoin. Est-ce qu'on passe d'abord aux questions-réponses et après le Slido ou on fait le Slido d'abord? Allez, Slido. Allez. Slido. Avant Ça que fait tout une le monde petite ne s'en pause. aille. Oui, comme ça on vous tient. Allez, je partage du coup le Slido. Je pense que c'est celui-ci. Tu me confirmeras, Annabelle, qu'on voit Oui, bien. ça arrive, ça arrive. Je vais peut-être remettre le lien. Ah oui. Que tu as publié au début, comme ça sera plus simple. Toc. Non, ça va. Donc, j'ouvre la troisième question. Donc, c'est simplement pour nous évaluer si ce type de webinaire vous est utile dans son format, au niveau, par exemple, de la longueur des Je crains qu'il n'y ait qu'une présentations. personne qui ait répondu. Bon, ça va. Bon, vous avez le droit de ne pas apprécier. Oui, oui, bien C'est sûr, c'est anonyme. pour après Voilà, et aussi c'est surtout pour gérer le format. améliorer, en fait, hein, pour qu'on progresse aussi. Hein. On apprend avec vous. Même si on arrive à traquer l'adresse IP des indécis et qu'on risque de vous bannir de nos prochains webinaires, mais vous avez le droit de le dire. Bon, a priori, Allez. ça vous convient. Donc, pas la peine, je pense, de laisser ouvert plus longtemps. Là, c'est peut-être plus intéressant pour vous et pour nous, c'est savoir si en fait vous allez vous considérer candidater sur plusieurs appels qu'on a présentés aujourd'hui. Bon, on voit que la Donc, majorité est en faveur des indécis. Peut-être que l'événement de la commission avec le brokerage event pourra vous aider, j'allais dire, à vous rapprocher de partenaires ayant peut-être visé ou pressenti un appel et le même que le vôtre. Voilà.
Bon, il y a quand même 25% Oui. de personnes qui... Bon. Donc, c'est assez Donc, les 25 positif. ou 26% de oui vont avoir droit à une interro écrite sur les appels. Ouais. Très bien. Alors, est-ce que vous Alors, avez des questions sur les appels? Je vois dans le là, chat. attends, j'ouvre juste la dernière question. Là, c'est une question ouverte. Je vais la laisser ouverte même après le webinaire. En fait, c'est simplement pour comprendre si, ce que vous auriez besoin d'approfondir pour candidater. Alors, si vous avez dit oui, qu'est-ce qui vous manque? Si vous avez dit non, qu'est-ce qui vous manque pour justement y aller? Et si vous en avez un aussi, pareil. Donc voilà, là, tu peux repartager l'écran éventuellement. Et ça reste ouvert, donc vous pouvez tout à fait y revenir après. Donc voilà, je vois déjà des premières questions s'afficher. On les traitera de notre côté plus loin et on reviendra vers vous à ce niveau. Enfin, plus tard, pardon. Au niveau des questions, Annabelle, juste au tout début, j'avais vu, alors c'était Mathieu, je crois que il n'y avait pas son nom d'affiché, qui avait, je crois, si j'ai bien compris, une question je pense que c'était l'articulation entre le deuxième objectif et le troisième objectif. On parlait 2 fois de solutions, Oui. Un une deuxième fois avec objectif. 150 et une fois avec 75, et je pense qu'il voulait des précisions Un sur la mélange. différence. N'a pas forcément été assez clair. Le deuxième objectif de la mission, c'est vraiment de faire en sorte qu'on aide 150 régions et communautés à développer leur voie de résilience et donc à les aider à dessiner un agenda d'innovation, donc à flécher des solutions par rapport aux risques auxquels elles sont soumises. Et le troisième, on est vraiment en train d'expérimenter sur le terrain, donc on est plus à l'échelle 5-7 TRL, ces solutions qui vont être profitables pour elles et faire qu'elles vont être résilientes au changement climatique. Vous pouvez tout à fait lever la main, notamment les personnes Alors, qui ont posé je les vois une questions. Hein. question sur ce qu'on sait déjà, s'il y a des gens qui sont intéressés par tel ou tel appel. Alors, personnellement, je n'ai pas encore eu vent de... Parfois, ça m'arrive, hein, mais là, je n'ai pas eu vent. Mais sachez que le PCN tient aussi à disposition, en fait, Benjamin, tu peux en parler mieux que moi, une page un peu recherche de partenaires. C'est vrai qu'il y a la commission sous le texte des appels. Hein, vous savez que vraiment, vous pouvez aller voir sous le texte des appels sur le site Horizon Europe quel partenaire ou quel acteur se montre intéressé sur tel ou tel appel. Mais au niveau français, on a aussi une page alors qui pourrait vous intéresser. Ouais. Oui, même si honnêtement, sur les missions, on a eu très peu de retours, donc on ne l'a pas intégré sur cette page. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir vers nous. On peut éventuellement avoir eu vent de quelque chose, mais c'est vrai que le montage de consortium est quelque chose qui ne se fait en général pas au grand jour. Et c'est vrai que même pour nous, c'est compliqué d'avoir les infos. D'où l'intérêt probablement de partager au Brokerage Event de la Commission européenne le 19 mai, donc pas longtemps. Là, c'est vraiment quelque chose organisé au niveau européen, il n'y en aura qu'un. Et donc, j'espère que ça sera utile en ce sens-là. Je reviens également vite fait sur 2 questions que j'avais eues précédemment, mais auxquelles tu as un peu répondu. Au niveau de l'économie circulaire des déchets, pour moi, ce n'est pas clairement en lien direct avec les appels, puisque les appels visent vraiment à, d'une part, on identifie les risques qui sont liés au changement climatique, et après, on met en place les solutions qui vont venir contrecarrer ces risques. Donc, les déchets ne vont pouvoir être appliqués uniquement s'ils vont permettre en fait de venir en fait, contrecarrer les risques qu'on aura précédemment identifiés. Donc, ce n'est pas l'économie circulaire pour l'économie circulaire, c'est vraiment dans des solutions qui vont venir atténuer, je ne sais pas, des risques d'inondation, des risques liés à la santé, des risques liés à la montée des eaux, etc. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut envisager les solutions développées. Et au niveau des régions, ce sont les règles d'Horizon Europe classiques qui s'appliquent, c'est-à-dire sont éligibles au financement les régions appartenant aux États membres de l'Union européenne, donc ça c'est facile, aux États associés à Horizon Europe. Donc c'est les classiques, mais on a une liste il y a une liste qui est disponible qui peut vous donner la liste des États associés. Et éventuellement également des États qui sont automatiquement éligibles, sont notamment les États qui sont
économiquement moins développées. Mais c'est vrai qu'on se focalise quand même sur les régions européennes. En l'occurrence, c'est vraiment une mission européenne de l'Union européenne. C'est une question qui avait été posée par les États membres à la Commission, c'est-à-dire, et là je l'ai vu plusieurs fois passer, est-ce qu'on peut associer les États d'Amérique latine, d'Amérique du Sud et les États africains, etc. Clairement, la Commission a expliqué qu'il y avait urgence d'abord en Europe et on se focalisait d'abord en Europe. Alors il y a des acteurs qui ont dit, mais il y a déjà des solutions en Afrique dont il pourrait être intéressant de s'inspirer, dont acte, c'est vrai, mais voilà, la priorité ici, c'est vraiment l'Europe. Oui, on peut remettre le lien de l'événement du 19 mai Je et remets du le lien 7 dans le juin. chat. Oui, si vous voulez, mais sinon vous l'aurez aussi dans la présentation et comme ça va être publié en début de semaine, normalement, c'est bon. Mais on va le remettre, oui. De toute façon, je vous le remets tout de suite. Oui. C'est fait. Oui, oui, bah oui. Oui, Sophia, c'est vrai. Voilà, vous avez le lien. Et est-ce que Benjamin, on a le lien pour le 7 juin par rapport. Non, je Le crois 7 alors le 7 juin, pardon, je crois qu'il n'y a pas encore de page web, mais Il y on a a. une page sur le site du comité des régions parce que ça se passe au comité des régions. Si tu l'as, est-ce qu'on peut la mettre pour nos auditeurs? C'est dans les slides aussi. Et dans les. Mais je vais le mettre, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais mettre le lien que j'ai mis dans les slides. On vous le remet. Donc, un lien pour le brokerage event et les présentations des appels entre le 17 et 19 mai. Et puis, le lien pour le forum, le premier forum mission qui va se tenir donc le 7 juin à Bruxelles. Voilà, on vous le met dans une minute. Si vous voulez prendre la parole pour poser des questions ou des choses qui n'auraient pas été claires, n'hésitez pas. Il nous reste 8 minutes. Nous avions prévu 1h30. Nous sommes dans les délais. Et puis, alors voilà, Benjamin a mis le lien vers forum. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on vous laisse vaquer à vos occupations et on vous remercie. Et on est à votre disposition si des questions ultérieures vous viennent. Eh bien, il y a d'autres questions, je crois, Annabelle, dans le chat. Alors, au niveau du PPT et de la vidéo, en fait, ça sera mis en ligne sur la même page que vous êtes inscrit. De toute façon, on vous le dira hein, quand ça sera mis en ligne. En tout cas, c'est la même page d'inscription qui est mise à jour. J'ai vu également une question, je ne sais pas si tu as répondu. Oui, Ah si, non, au niveau de la santé, tu as répondu. Hein. Ok, pardon. C'est une surprise. On n'est pas censé le dire, mais a priori, il y a un topic en 2023 qui va s'intéresser au climat et à la santé, en fait. Donc, ça va être un topic croisé avec la mission. Après, dans certains appels, notamment, je pense que voilà, certains appels sont quand même assez larges. On peut toujours faire la santé étant un des sujets. Je pense qu'on peut toujours le faire entrer dans des appels existants, même s'ils sont pas, si la santé n'est pas forcément nommée, non, Annabelle. Disons que ce n'est pas par rapport au système communautaire clé et au petit carré qu'on a présenté au début. Hein, il y avait santé vraiment qui faisait l'objet d'un système communautaire clé. Il fait pas ce thème ne fait pas l'objet d'un appel là en 2022, clairement. Après, effectivement, si vous estimez que ça peut être un sous-topic par rapport à votre projet, pourquoi pas? Mais c'est vraiment pas l'une des cibles, en tout cas, des topics qu'on a vus. Hein. On est vraiment sur les land use, sur la gestion de l'eau, voilà, sur la finance, les assurances, tout ce qui était périphérique, les économies, la macroéconomie, etc. Voilà. La santé, pas vraiment directement. Et j'ai vu passer une question, est-ce qu'on a le programme pour la mission forum? Je pense que c'est en ligne par rapport au lien. Je sais plus si dans le lien. En tout cas, n'hésitez pas, c'est un événement qui est géré par la commission. Donc, les seules informations qu'on aura, ce sont celles qu'on va relayer par la commission. Donc, il faut peut-être un peu farfouiller sur les sites de la commission. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer cette réunion et ce webinaire maintenant et on vous remercie. Une main levée. Madonna. C'est toujours quand on clôture. À la fin.
Bonjour. Oui, désolée pour la dernière minute. Bonjour, merci beaucoup pour toutes vos précisions. Le webinaire était très, très constructif et très utile. La dernière question, peut-être vous avez déjà répondu à ça, mais peut-être j'ai manqué l'information. Vous avez parlé d'une questionnaire que la commission a lancé pour un peu recenser l'état des lieux de chaque région pour savoir où on en est sur réflexion, identification des risques. Est-ce que vous pourriez nous envoyer le lien à cette questionnaire? Comme ça, on va faire circuler cette questionnaire. Il est dans les slides. Mais il est dans les ouais, slides. je peux vous le D'accord. remettre, mais il est normalement dans les slides. S'il vous plaît. Oui, je vais vous le remettre. Il y a un questionnaire et une charte. Hop. Tu l'as, Annabelle, sinon je peux le prendre là. Bah, si tu es plus rapide, tu Ouais, mets. je vais être plus rapide. Je vais mettre Merci beaucoup. la charte. Voilà. Et Voilà, le lien pour le sondage. OK. De toute façon, tout ce qu'on évoque, en général, à partir du principe que normalement, tout est dans les slides. Hein. On essaie toujours de mettre des liens dans les slides. Très bien, merci beaucoup. Il est toujours possible de répondre à cette questionnaire, Il n'y a c'est pas ça? de deadline. Il n'y a pas de deadline par rapport à Ok. ce questionnaire. Par contre, comme c'est vrai que le 7 juin, la Commission prévoit de présenter un peu le nombre de régions, de montrer un petit peu entre chaque pays combien de régions communautés sont mobilisées. Bon, ça serait bien que les régions et communautés se mobilisent avant le 7 juin. Maintenant, on connaît aussi en interne les difficultés ou les besoins de faire valider une note qui circule à tous les étages et c'est peut-être pas forcément évident. Il n'y a pas de deadline, mais voilà, faites au mieux. D'accord. Et les acteurs qui doivent répondre à cette questionnaire, c'est les communautés. Ça peut être les communautés de région, les communautés Ouais. d'agglomération, les régions NUTS 2, comme je l'ai dit, les anciennes régions, les grandes régions qu'on connaît actuellement, voilà. Exactement les mêmes acteurs qui sont visés quand on dit région et collectivité, en fait. D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. Pas de souci. Voilà, Annabelle, je pense que c'est bon. On peut conclure. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, on vous souhaite une belle fin de journée et un bon week-end. Merci. À bientôt. Merci à tous les participants.